Bienvenue à cette capsule sur les résultats des évaluations économiques en santé. Cette capsule porte plus spécifiquement sur l'interprétation du ratio coût-efficacité incrémentiel. Les objectifs de cette capsule sont d'abord de décrire les possibles résultats d'une intervention économique, d'interpréter un plan de coût-efficacité dans le but de recommander ou non une intervention suite à une évaluation économique. Enfin, cette capsule portera sur les enjeux liés au seuil de volonté maximale à payer. Rapidement, le ICE représente le ratio du coût incrémentiel sur l'efficacité incrémentielle. Il est mesuré en dollars par unité d'efficacité, que ce soit des années de vie, des QALY, des dollars, etc. Il est important de noter que le ratio incrémentiel divise la différence de coût et d'efficacité entre les deux alternatives et est différent d'une simple soustraction entre les ratios moyens des interventions comparées. Pour mieux représenter l'interprétation du ICE, il faut s'attarder au numérateur et au dénominateur séparément. Si on décompose systématiquement le numérateur et le dénominateur, il y a 4 résultats possibles au calcul du ICE. Le plan de coût-efficacité est un outil de choix pour interpréter le ICE. Sur l'axe horizontal, on note l'efficacité incrémentielle et sur l'axe vertical, le coût incrémentiel, créant ainsi 4 cadrans définissant les 4 résultats possibles des évaluations économiques. Dans le cadran supérieur gauche, l'intervention A est plus chère et moins efficace que l'intervention B. Elle est donc dominée et il n'est pas souhaitable d'allouer des ressources à cette intervention. Inversement, dans le cadran inférieur droit, A est plus efficace et moins cher que B, ce qui en fait une intervention dominante. En effet, si on obtient plus pour moins cher, intuitivement, la nouvelle option domine l'option précédente. Dans les deux autres cas, l'option A offre plus pour plus cher ou alors moins pour moins cher. Une analyse est donc requise. Pour simplifier le visuel, remplaçons les titres des axes par la variation de coût et d'efficacité. Avant d'aller plus loin, nous allons introduire le concept de propension maximale à payer. Il s'agit du montant maximal qu'un individu, le gouvernement ou la société en général est prêt à payer pour un bien ou un service. En économie de la santé, on parle du montant maximal par unité d'efficacité ajoutée pour lequel la société est prête à débourser. Elle permet de distinguer les projets qui sont considérés coût-efficaces de ceux qui sont considérés non coût-efficaces. Le bémol est que la propension maximale à payer de la société est inconnue. En effet, il n'y a pas de montant limite au-delà duquel les traitements sont considérés trop chers et en deçà desquels les traitements seraient remboursés. Connaître ce montant n'est pas non plus souhaitable. Si nous savions exactement le montant maximal que la société est prête à payer, il n'y aurait aucun intérêt pour les chercheurs et les compagnies pharmaceutiques à développer des traitements significativement moins chers que ce seuil, et ensuite, la facture du système de santé grimperait de façon incontrôlable. Empiriquement, toutefois, la littérature scientifique soulève une propension maximale à payer entre 50 000 et 100 000 $ par QALY aux États-Unis. Cette courbe de propension maximale à payer de la société permet de départager les projets qui sont moins chers et moins efficaces, ou alors ceux qui sont plus chers et plus efficaces et qui requièrent une analyse. Sur le graphique, la propension maximale à payer est une droite qui passe par l'origine. Sa pente est le montant maximal que la société est prête à payer par unité d'efficacité supplémentaire. En traversant le plan de coût-efficacité, elle permet de distinguer les projets qui sont considérés coût-efficaces de ceux qui ne le sont pas. Or, comme la propension maximale à payer de la société est inconnue, la pente de cette droite est également inconnue. Commençons par le cas où une nouvelle technologie A est moins efficace et moins chère que B. Ce cas est rare puisque les nouvelles technologies de la santé ont comme but d'améliorer la santé justement. En général, la société a tendance à maintenir le traitement actuel puisqu'elle est déjà prête à payer pour l'intervention B. Par contre, si le nouveau traitement A est beaucoup moins cher et un peu moins efficace que B,
la décision de coût-efficacité se fait sur la base de la propension maximale à payer. Enfin, le cas où A est plus efficace et plus cher que B est le cas le plus fréquent. L'analyse se fait toujours selon la courbe de propension maximale à payer de la société. Reprenons l'exemple réalisé dans la capsule sur le calcul du ICER. La différence de coût est de 30 000 et la différence de QALY est de 18. Le ICER ainsi obtenu entre le traitement A et le traitement B est de 1 667 par QALY gagné. La question est alors de se demander si la société est prête à payer pour ce montant. Autrement dit, est-ce que le ICER se situe en dessous ou au-dessus de la courbe de propension maximale à payer? Cette situation s'analyse très bien sur le plan de coût-efficacité. Par exemple, on estime la propension maximale à payer, disons, à 3 000 $. Ce montant représente le plafond au-delà desquels les bénéfices supplémentaires coûtent trop cher. Dans ce cas, un ICER de 1 667 $ par QALY gagné est inférieur à la propension maximale à payer et le nouveau traitement devrait être implémenté. Il est alors dit coût efficace. Alternativement, un autre traitement, C disons, qui aurait un coût incrémentiel de 30 000 $ encore, mais qui procurerait seulement 6 QALY de plus que le traitement standard B, aurait un ICER de 5 000 $ par QALY gagné, ce qui excéderait la propension maximale à payer et ne serait pas considéré coût efficace. Pour résumer, toute intervention dont le ICER se situe sous la droite de propension maximale à payer devrait être recommandée d'un point de vue strictement économique. Reprenons l'exemple du vaccin universel contre une souche de méningite. Les auteurs ont calculé un ICER de 4,8 millions de dollars par QALY gagné. Il convient de se demander si nous sommes prêts, en tant que société, à payer pour ce montant par année de vie ajusté par la qualité. En plaçant le résultat sur le plan de coût-efficacité et en supposant une propension maximale à payer de 50 000 $ par QALY, l'intervention est jugée non coût-efficace, c'est-à-dire qu'elle procure trop peu de résultats à un coût assez élevé. Pour résumer, il est important de décomposer le numérateur et le dénominateur du ICER pour interpréter les résultats d'une évaluation économique. La plupart du temps, la nouvelle intervention sera plus chère et plus efficace. Dans ce cas, il convient de comparer le ICER à la droite de propension maximale à payer. Cependant, le montant maximal que la société est prête à débourser par unité d'efficacité gagnée demeure inconnu. Cependant, cette étape permet de prendre une décision au cas par cas ou selon les décisions antérieures qui ont été prises concernant des interventions similaires. Notons une limite de l'interprétation du ICER comme résultat des évaluations économiques. Le ICER est un ratio du coût par unité d'efficacité gagnée. Il ne dit donc rien sur l'impact sur le budget d'implémenter telle intervention. Il ne tient pas non plus compte de la fréquence et de la nature de la condition étudiée. Par exemple, une maladie très rare et mortelle, dont le traitement curatif serait coûteux et aurait un ICER dépassant le seuil maximal de propension à payer, pourrait ne pas être considéré coût efficace. Par contre, il pourrait être inéthique de refuser ce traitement aux patients qui en auraient besoin. Il demeure donc important de rester critique face aux résultats des évaluations économiques et des ICER et de réaliser une réflexion qui est à la fois économique, politique, légale et éthique lorsque vient le temps de réaliser des décisions d'allocation des ressources.